Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir dans l'entretien du jour Ahmed Ouadane Mahmoud. Il est comorien, secrétaire général adjoint des partis de l'Union de l'opposition aux Comores, candidat malheureux à l'élection présidentielle des Comores. C'était en 2016. Ahmed Ouadane Mahmoud, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dois rajouter à votre présentation que vous êtes aussi président d'un parti politique, le Rifaïd Comores. Présentez-nous ce parti politique. C'est un nouveau parti, dénommé Rifaïd Comores, qui signifie les réformateurs des îles face aux impératifs du développement des Comores. C'est tout un programme. C'est tout un programme qui a pour principal objectif une nouvelle culture de pouvoir. Une nouvelle culture de pouvoir qui prend racine sur l'état de droit. Parce que nous avons connu plusieurs années de déstabilisation, des coups d'État. Ce qui fait que les Comores, jusqu'à l'heure où je m'exprime, sont à la recherche de repères. Et c'est la raison pour laquelle je me bats pour qu'il y ait cet état de droit qui nous manque, qui fait défaut. Parce que, avec les coups d'État que nous avons connus, vous savez, ce n'est pas un système persuasif, ce n'est pas un dialogue, c'est l'homme qui est fort, qui vient. Auparavant, c'était Bob Denard avec ses hommes qui venaient faire et défaire les pouvoirs. Nous avons connu ensuite une période de démocratie, mais démocratie qui a été balbutiante. Balbutiante dans le sens où le régime qui était en place, faute de repères, a pu facilement verser sur l'autre versant, à savoir la corruption. Il y a eu un autre pouvoir qui est venu, 2 ans et demi, déstabilisé par une crise séparatiste. Mais je croyais que l'accord de Fomboni avait réglé tous ces problèmes. L'accord de Fomboni avait réglé ce problème. Mais alors, pendant 15 ans, de quoi parlons-nous alors? 15 ans, on a commencé à connaître une stabilité. C'est cette stabilité qui vous a permis d'être candidat à l'élection présidentielle. Patatras, on a un nouveau président qui a bénéficié de cette stabilité, puisqu'il a fait un coup d'État en 1999. Oui, mais le coup d'État est oublié. Attendez, pour bien comprendre. Nous avons un président qui a fait un coup d'État en 1999. Pendant 3 ans, il a régné sans légalité. Ensuite, il y a eu les accords de Fomboni de 2001 qui lui ont permis d'être candidat unique et de remporter le pouvoir en 2002. Et il a régné pendant 4 ans. Ensuite, il y a une autre personne qui est venue au pouvoir et la succession s'est normalement poursuivie. Et voulant revenir au pouvoir, qui est à son honneur, il est revenu en 2016. On était 25 candidats. Il a été choisi pays comme le vôtre. Avec 67 partis qui sont inscrits au ministère de l'Intérieur. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a à la présidence aux Comores pour que vous tous vous couriez comme ça? Vous savez, c'est l'ambition de chacun. Chacun veut aller vendre un peu de passeport pour pouvoir se faire un peu d'argent. Non, ce n'est pas l'objectif. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon ambition. Mon ambition première, c'est de me battre pour qu'on instaure un État de droit, avec comme dimension la démocratie participative. Vous étiez en train de parler donc du président qui arrive au pouvoir. Et disons son nom, parce que peut-être les gens Le président Azali Assoumani, qui est un colonel, c'est un militaire de formation, qui a acquis une expérience, qui a fait l'école de guerre en France. Il arrive au pouvoir en 2016
avec 41%. Oui. 41%. Hey, la loi dans votre pays dit que celui qui a le plus grand nombre de voix est président de la République. Grâce à une coalition d'un parti dénommé Djoua. Oui. Avec l'ex-président Sambi. Donc, quand il arrive au pouvoir, un an après, oui, il se dévoile, il se donne une autre ambition. Comment ça, il se dévoile? Il était caché? Parce qu'il avait caché. Il a caché quoi? Pendant la campagne, oui, il n'a jamais fait allusion d'un changement de la Constitution. Aha. Mais il arrive, il dit, maintenant, je vais orienter les Comores vers l'émergence à l'horizon 2030. Oui. Mais en attendant d'arriver là, je vais procéder à une modification de la Constitution. Monsieur Mahamoud, c'est une lecture des choses qui n'est pas forcément exacte. Parce que le président Azali, lorsqu'il arrive, il ne dit pas ça comme ça. Il organise d'abord les assises nationales. Les assises nationales. Laissez-moi finir. Oui. Il organise d'abord les assises nationales. Oui. Et ce sont les conclusions des assises nationales qui lui donnent le droit d'organiser un référendum et d'aller vers une nouvelle constitution et voir peut-être une élection anticipée en 2019. Vous lisez l'histoire avec d'autres lunettes. C'est ce que le président Azali a essayé de marteler à l'opinion internationale. Pourquoi? Je vais vous dire. Oui. Nous sommes le 11 août 2015. Les sages de notre pays, au premier rang desquels M. Ali Bazi Selim, se sont mis d'accord qu'il y a une nécessité de faire le bilan des 40 années d'indépendance. Oui. Nous étions en 2015. Personne, je dis bien personne, au-delà de nos sages, n'a saisi cette opportunité. Ce qui fait que le gouvernement qui était en place, le gouvernement du président Ikililou, a laissé tomber cette idée. Oui. On arrive à 2016, la préoccupation c'est l'élection présidentielle. Oui. Et aucun candidat n'a fait mention de cette perspective d'assises nationales. Oui. Le président Azali est réélu. Oui. Il prend le pouvoir et il dit, maintenant, je prends les assises, mais je soumets des propositions qui consiste à dénaturer l'objectif qui a été initialement tracé. Et c'est lui qui nomme les membres devant diriger ces assises. Et il a sorti des sommes colossales pour inviter les gens et soumettre des propositions. Et c'est là où a jailli cette idée de refaire une nouvelle charpente institutionnelle qui ne convient pas à l'état actuel d'avancement de notre pays. Monsieur Mahmoud, je comprends bien votre argumentaire. Donc, le président Azali arrive. Il va donc récupérer l'idée d'organiser les assises. Vous ne pouvez pas... dénaturer. Non, pardonnez-moi de finir ce que je suis en train de vous dire. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui prend une idée qui a été émise par d'autres personnes de la parfaire et d'apporter d'autres ingrédients. C'est ce qu'il a tenté de faire. Ces assises ne se sont pas déroulées tout seul avec le président Azali dans son salon. Ça s'est déroulé avec des Comoriens qui ont participé à ces assises, oui ou non? Mais je veux vous dire... Répondez-moi d'abord. Ce sont des Comoriens qui ont participé. Des Comoriens qu'il a choisis lui-même. Parce que pourquoi il est allé dans leur maison pour leur dire vous devez venir aux assises? Non. Les personnalités qui étaient initialement impliquées dans cette dynamique, la plupart se sont retirés. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'en arrivant là-bas, tout a été repensé d'avance. Donc, c'était en quelque sorte une chambre d'enregistrement pour faire avaliser la vision d'Azali. En fait, donc, il y a eu un certain nombre de personnalités qui étaient initialement engagés dans ce processus et ils se sont retirés. Je ne peux pas citer tous les noms des personnalités qui ont donné leur démission
Parce qu'ils ont constaté que, en réalité, l'objectif qui a été initialement tracé de faire le bilan des 40 années d'indépendance a été dévoyé. A été dévoilé, dénaturé. Très bien. Je vais résumer votre pensée. Vous dites que si on en est là aujourd'hui aux Comores en traversant une crise politique à l'intérieur de votre pays, avec des violences parfois en jouant comme on l'a vu il y a quelques semaines, c'est qu'au départ, on a eu un président qui avait une ambition cachée et qui ne l'a jamais dévoilée aux populations comoriennes. Et que s'il l'avait dévoilée, il n'est pas sûr qu'aujourd'hui il préside ce pays. Première chose. Il ne serait pas élu. Très bien, je résume votre pensée. Deuxième chose, vous dites que les assises nationales était une bonne idée jusqu'à ce que le président Azali s'en soit emparé. Et parce qu'au moment où il va s'emparer de ces assises nationales, il va en faire sa chose personnelle au service de sa propre ambition. Oui. Et je continue à utiliser ce terme que le président Azali, une fois arrivé au pouvoir, il a dénaturé l'objectif des assises. Les assises avaient pour principal objectif de faire un bilan de la manière dont on a conduit le pays pendant les 40 années d'indépendance. Il n'était donc pas question de retoucher à la Constitution. Il n'était pas question d'organiser des référendums. Il n'était pas question d'organiser... Et c'est la raison pour laquelle nous vivons, je dirais, ce n'est pas la raison, c'est une des causes. C'est une des causes du drame politique, parce que nous vivons un drame politique. Par la faute des acteurs politiques que vous êtes. Non, par la faute du seul président qui ne peut pas être le seul responsable d'une crise dans votre pays. Il est le responsable. Il est le responsable. Et je vais vous faire la démonstration. Il nous entraîne dans une crise de remise en cause de l'autonomie des îles. Avec comme conséquence, aujourd'hui, un élu, le premier magistrat de l'île d'Anjouan, le docteur Salami Abdou, il est en prison. C'est une première guerre. Mais vous savez ce qu'on lui reproche quand même. Vous savez, je n'ai rien à vous apprendre. Et chers téléspectateurs, vous savez ce qu'on appelle la ruse militaire. C'est quoi la ruse militaire? La ruse militaire consiste parfois à se créer des ennemis pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Pourquoi? Vous l'avez déjà fait, vous, pour savoir que ça existe? Non, on l'a appris. On l'a appris. Et l'histoire nous enseigne. Ensuite, on peut inventer une situation pour pouvoir frapper. Je n'ai rien à apprendre, mais l'histoire nous enseigne. C'est machiavélique ce que vous dites. Et enfin, on peut mettre un montage, créer un montage de situations qui n'existent pas, toujours pour frapper. Le triste exemple qui a une dimension internationale et qui nous cause autant de dégâts. Rappelez-vous, quand on a créé la crise en Irak, en disant on va frapper parce qu'il y a des armes chimiques. Alors que 5 ans après, on va découvrir qu'il n'en était rien. Donc, vous dites que le président Azali... je pense la situation d'Anjouan, c'est une situation... C'est un coup monté. C'est un coup monté pour pouvoir atteindre... Pour pouvoir atteindre Salami. Parce que quand on regarde bien, la pratique aujourd'hui, à l'heure où je m'exprime, on voit que le colonel président... Pourquoi vous l'appelez colonel? Il n'est plus dans l'armée. Non mais, il garde... Le général de Gaulle, on continue à l'appeler le général de Gaulle, alors qu'il a présidé la France. C'est un titre qu'il a. Et heureusement, s'il a gardé ce titre de colonel, parce qu'il a atteint ce rang. Dans votre bouche, ce n'est pas un compliment, c'est ce que j'essayais de relever. Non, c'est un compliment. Le général de Gaulle, il est toujours le général de Gaulle. Mais le colonel Azali, dans votre bouche... Vous savez, à chaque fois que je m'exprime, j'ai toujours des propos respectueux à son égard, tout en affirmant avec conviction ma position politique. C'est quoi votre position politique? Ma position politique, c'est que le président nous entraîne dans une situation que nous avons tant connue et qui nous a tant causé des dégâts et des morts et d'assassinats
Et cette situation s'appelle la dictature. Nous avons tant combattu la dictature sous le règne des mercenaires. Pendant 11 ans et demi, nous nous sommes battus. Et j'étais jeune, parmi les gens qui se sont impliqués dans cette lutte contre les mercenaires. Aujourd'hui, nous revenons, malheureusement. Et permettez-moi de vous dire qu'il nous a entraînés dans des guerres. Dans quelle guerre? Je vous dis, première guerre, c'est la suppression d'institutions légales. Il y a pas mal d'institutions légales. Lesquelles? Vous voulez parler de la Cour constitutionnelle? On ne va pas revenir sur l'histoire de la Cour constitutionnelle. Vous savez pourquoi la Cour n'existe plus. Vous savez, je vais vous dire. Pourquoi nous sommes contre sa visée actuelle de mettre en place une Cour suprême. Moi, je ne vais pas faire un jeu de mots. C'est la quintessence. Parce que la Cour constitutionnelle, avant, il y avait un pouvoir qui revenait au président de l'Assemblée de nommer. Il y avait un pouvoir qui revenait au gouverneur de nommer. Il y avait un pouvoir qui revenait au vice-président. Alors que maintenant, les membres de cette Cour suprême sont nommés par le président de la République. Ils sont nommés par le président lui seul. Et vous avez peur qu'il ne nomme que ses camarades à la Cour suprême? Il va nommer des gens qui seront sur ordre. Et c'est pourquoi nous combattons cette vision, parce qu'il nous fait une marche arrière. Ensuite, une autre guerre. Parce que j'ai parlé de l'autonomie interne, à laquelle il s'attaque. Il faut qu'on avance. Deuxième guerre, suppression des institutions légales. Troisième guerre, c'est les libertés. Il s'attaque au parti. Et le bel exemple, mais il est triste. Je fais un jeu de mots. Il est belle pour illustrer, mais il est triste quand on analyse. La coalition qui s'est formée autour de lui pour arriver au pouvoir, c'était son parti qui s'appelle la CRC et un autre parti qui s'appelle le Djoua. La situation aujourd'hui... dont vous êtes d'ailleurs un satellite, un parti satellite, vous. Non, je ne suis pas un satellite du parti. Je ne suis pas un parti satellite. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je n'ai jamais travaillé avec le président Sambi. Mais il ne vous finance pas non plus. Il ne me finance pas. Il est étonnant que dans vos meetings, on voit beaucoup de ses photos. Non, mais moi, je suis membre de l'Union de l'opposition. Qui est composée de plusieurs partis politiques. Je n'ai jamais travaillé avec le président Sambi. Je n'ai jamais eu à le fréquenter de près ou de loin. Et je le dis. J'ai un respect des institutions. Même s'il est un citoyen ordinaire, mais c'est un homme comme tant d'autres qui a droit au respect pour avoir dirigé un pays. Aujourd'hui, il est en prison. Des crimes économiques aussi, très bien, on peut le laisser passer. Quel crime? Il n'a pas vendu de passeport, il n'était pas le président d'un régime qui a fait un trafic de passeports. Jamais, ça n'a jamais existé. Vous savez, je peux vous dire l'histoire. Non, on ayons les pieds sur terre. L'histoire de cette citoyenneté économique. Je vais très rapidement, parce qu'on va conclure. L'histoire de cette citoyenneté économique. Pourquoi cette loi, elle est maintenue jusqu'à maintenant par l'actuel pouvoir? Même avant, je vous dis, et je l'assume, avant, pendant le règne, le premier règne du président Azali Assoumani, il vendait des passeports. Donc, Sambi est arrivé. Lui-même, il a continué. Non, il a légalisé par une loi. Cette loi-là, elle est en vigueur jusqu'à maintenant. Alors que, vous savez pertinemment, les lois qui n'arrangent pas Azali, il a procédé à une abrogation. La loi qui a mis en place la commission anticorruption, il l'a abrogée. Donc, il n'existe pas de structure anticorruption. La loi qui a mis en place un mécanisme de contrôle des marchés publics, quand on veut faire une dépense publique à hauteur de 6 milliards, il y a un mécanisme qui est défini. Cette loi est piétinée.
Et je peux multiplier l'exemple. Donc, moi, je m'interroge. Pourquoi le président a maintenu cette loi de citoyenneté économique jusqu'à maintenant? Vous dites qu'en fait, il pratique la justice qui lui convient à lui, qui l'arrange. Très bien. Donc, je voudrais finir. Oui. Parce que ce qui est grave, on voit qu'il s'acharne contre un parti qui l'a aidé à arriver au pouvoir. Le président Sambi, il est en prison. Oui. Le secrétaire général du parti, il est en prison. Le premier magistrat de l'île d'Anjouan, qui est membre de ce parti, il est en prison. Oui. Le premier conseiller politique de ce parti, qui s'appelle M. Sidi, il est en prison. Donc, quand on regarde Sambi en prison, Barouane en prison, Sidi en prison, Salami en prison... Il a décapité l'opposition, vous voulez dire? Il veut décapiter l'opposition, à commencer par le premier parti politique du pays. Il ne faut pas le nier. C'est le premier parti, le parti Djoua. Sinon, il ne serait pas président. Hein. Azali ne serait pas président sans cet apport électoral du parti Djoua. Donc, quand j'analyse, et enfin, il veut nous entraîner vers une 5e guerre. C'est laquelle, celle-là? Une guerre religieuse. Et ça, c'est dangereux. Parce que partout où il y a eu des guerres religieuses, il y a eu des conflits. Et quand on parle de conflit, une belligérance. Donc, belligérance, ça sous-entend des forces extérieures qui viennent s'émisser. Et jusqu'à maintenant, Dieu merci, nous n'avons pas connu cette situation. Mais le président Azali veut nous entraîner vers cette guerre. Très bien. Qui peut empêcher le président Azali d'aller au bout de sa logique désormais? Qu'est-ce qui peut empêcher le président Azali d'aller au bout de sa logique? Vous savez, l'histoire des peuples du monde. Nous continuons notre combat contre la dictature, contre la barbarie qui s'instaure dans notre pays. Nous sommes favorables à un dialogue intercomorien. Mais quand on va dialoguer, il y a ce qu'on appelle savoir s'identifier à l'autre. Ça voudrait dire quoi? Nous venons avec des propositions qui vont devoir nous permettre d'apaiser et d'arriver à cette paix à laquelle nous aspirons tous. C'est quoi ces propositions? Ces propositions, libérer les prisonniers politiques dont il ne veut pas entendre parler. Il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Alors on se pose la question, ces gens-là qui sont en prison, ils sont en prison. Ils ont commis des crimes économiques. Mais ces crimes économiques... Ils ont armé des rebelles. Non, je vous dis, nous sommes dans une situation où le président essaye de faire des montages pour pouvoir atteindre des hommes qu'il veut anéantir. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Nous avons vécu. Vous savez, je ne vais pas revenir sur l'histoire des comment. Mais chaque régime a fabriqué son régime de tentatives de coup d'État pour pouvoir mater l'opposition. Et c'est pourquoi c'est une pratique de chez vous. Pourquoi aujourd'hui vous accablez le président Azali alors? Moi, je vous dis, et je profite de cette occasion pour dire, j'ai écrit Autopsie des Comores, coup d'État, mercenaires, assassinat. Parce que... C'est l'un des 5 livres que vous avez publié d'ailleurs. Donc, je me bats contre cette vision, cet esprit putschiste, cette pratique putschiste. Chez nous, on veut à chaque fois arriver au pouvoir par des coups de force. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Comment vous pourrez imaginer qu'un élu d'une île, aujourd'hui il est en prison, et on fait un autre coup d'État en le remplaçant par une autre personne qui était censée être son directeur de cabinet? Moi, je suis convaincu, et je suis convaincu qu'il y a lieu de se battre pour un état de droit. Et un état de droit sous-entend, implique, conditionne l'arrivée au pouvoir par des mécanismes démocratiques. Il ne faut pas qu'on arrive, une fois que vous êtes au pouvoir, de dire « Ah, c'est la volonté du peuple ». Ça, c'est du déjà entendu. Je rappelle que le président Azali est quand même arrivé par les urnes. Il n'a pas pris les armes pour devenir président. Maintenant, si vous lui prêtez des intentions de vouloir rester éternellement au pouvoir, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre guerre. Hein, parce que s'il avait dit au départ que moi, j'arrive au pouvoir, je vais rester pendant 10 ans ou je vais rester 5 ans de plus, vous savez, il a été élu pour finir le mandat en 2021. Là, il considère que les 2 ans qu'il
qui vont se terminer bientôt. Parce qu'il a été investi le 26 mai. Donc le 26 mai prochain, ça fera 2 ans et demi. Donc il va considérer que c'est une parenthèse. Donc, puisque vous avez une nouvelle institution. Parce qu'il s'est fabriqué une nouvelle institution. Pourquoi c'est devenu un mécanisme, entre guillemets, propre à l'Afrique quand on veut malheureusement s'éterniser au pouvoir, on change les constitutions on et fait on y un demeure. tripatouillage de la constitution. Il faut une nouvelle culture de pouvoir, faire émerger une nouvelle génération avec une ambition d'arriver à une stabilité et un nouvel état d'esprit qui consiste à cultiver l'esprit de patience. Ne pas chercher à chaque fois. Vous savez, une phrase et on conclut. Un autre mal des Comores. Aujourd'hui, vous êtes avec un homme politique, vous avez le pouvoir. Demain, vous le haïssez, comme si vous n'avez jamais travaillé avec lui. Moi, tout simplement parce que vous avez fini de manger avec lui, vous irez manger ailleurs. C'est pourquoi ma génération, nous nous battons pour qu'il y ait une nouvelle culture de pouvoir qui consiste à bien distinguer. Malheureusement, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que la lutte des idéologies, ça n'est fini. Non, je m'identifie à une certaine fraction, parce que de la population de gauche. Même si on va me dire la gauche n'est pas identifiée aux Comores, mais il faut la créer. Et c'est pourquoi... le Rifaïd est désormais un parti qui s'identifie un peu plus à gauche. À gauche, pas un peu plus. Moi, je m'identifie, il faut être modeste, je m'identifie. Depuis l'âge de 18 ans, vous vous sentez l'âme d'un socialiste. Je me bats contre les injustices. Je me bats pour qu'il y ait une dynamique qui engage la population dans le développement. D'ici la présidentielle anticipée de 2019, qu'est-ce qu'on peut craindre pour votre pays? En une phrase. Je crains le pire. Je crains le pire. Et je répète une 3e fois. Le président Azali risque d'entraîner le peuple comorien vers une guerre fratricide. Et nous jusqu'à maintenant, on ne le souhaite pas. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à toutes les forces, à la diplomatie internationale, pour faire résonner le président Azali, qui a été élu pour conduire le pays pendant 5 ans. Et qu'il laisse en 2021 la place à une Anjouanais. Et qu'il laisse l'Anjouanais qui viendra en 2026, qu'il laisse la place à un Moélien. À partir de là, ce n'est pas un mal. Si on dit on a fait 15 ans, on fait 15 ans encore, ce n'est pas un mal. Parce que vous voyez, nous avons eu 40 ans d'instabilité. Si on fait 30 ans pour pouvoir s'observer, c'est tout à fait différent que de dire je fais 10 ans, un Anjouanais va faire 10 ans, un autre va faire 10 ans. C'est une façon de monopoliser le pouvoir. C'est un état d'esprit qui consiste à dire je reste. La question aujourd'hui, c'est d'éviter cette guerre fratricide, c'est d'éviter ce démembrement. Parce qu'on a connu la balkanisation des Comores, on a connu l'éclatement des Comores, maintenant c'est le démembrement. Et quand on démembre une population, on ne sait plus où on va. Très bien. Ahmed Wadane Mahamoud, merci. C'est moi qui vous remercie. Président du parti politique le Rifaïd Comores, secrétaire général adjoint des partis de l'Union de l'opposition aux Comores, directeur de publication, ça je ne l'ai pas dit au début du journal Espérance, c'est ça hein? Espérance. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour nous parler donc des Comores avec autant de passion. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente Un grand merci à vous aussi. de programme évidemment sur Télé Sud et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.